La pauvre serveuse est restée paralysée en voyant la photo de sa mère disparue dans le bureau de son patron. La lumière dorée de fin d'après-midi entrait par les hautes fenêtres du cabinet juridique Beaumont et d'Associés. Maëlle Roux essuyait machinalement les traces de café sur le plateau d'argent, ses mains tremblant légèrement. Elle détestait servir dans ces bureaux luxueux de Strasbourg. Ça lui rappelait à quel point sa vie était petite, insignifiante. « Encore un café, mademoiselle », ordonna l'assistante d'un ton sec. Maëlle hocha la tête sans un mot. À 23 ans, elle avait appris à se faire invisible. C'était plus simple comme ça. Moins de questions sur son passé, sur sa famille inexistante, sur cette solitude qui lui collait à la peau depuis toujours. Elle poussa la porte du bureau principal avec son épaule. Le plateau chargé de tasses en porcelaine. Le parquet craqua sous ses pas. L'odeur de cuir et de vieux livres juridiques flottait dans l'air. Et puis elle la vit, la photographie, posée négligemment sur le bureau d'acajou massif, entre des dossiers et un ordinateur portable. Une femme au sourire doux, aux cheveux châtains bouclés qui tombaient sur ses épaules, et ce collier doré en forme de papillon qui brillait sur son cou. Le plateau lui échappa des mains. Le fracas de la porcelaine qui explosait sur le marbre résonna comme un coup de feu. Des éclats blancs volèrent dans toutes les directions. Le café noir se répandit en flaques sombres, tachant le tapis perçant. Mais Maëlle ne voyait rien de tout ça. Ses yeux verts restaient rivés sur la photo. Son cœur tambourinant si fort qu'elle entendait à peine les bruits autour d'elle. C'était impossible. Absolument impossible. Qu'est-ce qui se passe ici ? La voix masculine la fit sursauter. Un homme grand, la quarantaine élégante, venait d'entrer en trombe dans le bureau. Costume 3 pièces impeccable, cheveux poivre et cils parfaitement coiffés, Henri Beaumont en personne. Il s'arrêta net en voyant le désastre sur son sol, puis son regard se posa sur Maëlle, sur son visage blanc comme un linge, sur sa main tremblante pointant la photographie. « Et ça, balbutia-t-elle en portugais, avant de se reprendre. « Cette femme. » Henri suivit son regard, ses traits se figèrent. « Viviane », murmura-t-il d'une voix étranglée. Le prénom flotta entre eux comme un fantôme. « C'est ma mère », souffla Maëlle, les larmes lui brûlant les yeux. « Je n'avais que 3 ans, mais je me souviens, ce collier, cette chanson qu'elle me chantait, l'odeur de jasmin. » Henri s'approcha d'elle lentement, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il faisait un geste brusque. Son visage avait perdu toute couleur. « Votre mère », répéta-t-il d'une voix blanche. « Comment vous appelez-vous » ? « Maëlle Roux. » Il chancela légèrement, s'appuyant sur le bureau. Ses doigts se crispèrent sur le bord du meuble. « Viviane, mon épouse. Elle a disparu il y a 20 ans, avec notre bébé dans les bras. On ne les a jamais retrouvés. Jamais. » Le silence qui suivit était assourdissant. Maëlle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Cet homme, cet avocat prestigieux qu'elle avait vu des dizaines de fois dans les magazines économiques, était peut-être son père. Henri la regardait avec une intensité presque douloureuse, scrutant chaque détail de son visage. « Les yeux », murmura-t-il. « Exactement les mêmes yeux verts, et ces taches de rousseur sur le nez. Mon Dieu, vous lui ressemblez tellement. » Maëlle porta une main à sa bouche, retenant un sanglot. Toute sa vie, elle avait cherché des réponses. Pourquoi sa mère était partie un matin pluvieux et n'était jamais revenue ? Pourquoi elle avait grandi chez une tante alcoolique qui la considérait comme un fardeau ? Pourquoi elle était si seule, si perdue ? Je me souviens juste de fragments, dit-elle d'une voix brisée, une berceuse qu'elle chantait. Papillon de lumière, papillon d'or, et puis plus rien. Ma tante m'a dit qu'elle m'avait abandonnée, qu'elle ne voulait plus de moi. Non, coupa Henri avec force. Non, Viviane n'aurait jamais. Elle vous aimait plus que tout au monde. Il se passa une main sur le visage, essayant visiblement de reprendre contenance. Il faut qu'on fasse des tests, des analyses ADN. Je dois savoir si je suis vraiment votre fille, termina Maëlle doucement. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux marron foncé d'Henri, elle vit la même solitude qui la hantait depuis toujours, la même blessure béante qu'elle portait en elle. « Où habitez-vous » demanda-t-il soudain. « Un studio à Dijon, je travaille comme serveuse pour payer le loyer. » Henri hocha la tête, une décision se formant visiblement dans son esprit. « Venez habiter ici, à la maison. Temporairement, le temps qu'on éclaircisse tout ça,
J'ai besoin d'une assistante de toute façon. Vous classerez des dossiers, ce genre de choses. Ça vous permettra de rester près de Strasbourg pendant les tests. C'était fou, complètement fou. Mais Maëlle entendit sa propre voix répondre. D'accord. Le soulagement qui passa sur le visage d'Henri fut presque palpable. Il tendit la main, hésitant, puis la laissa retomber. Je vais arranger ça avec l'agence. Vous pouvez commencer dès lundi. La chambre d'amis est préparée. Maëlle acquiesça, encore sous le choc. Était-ce vraiment en train d'arriver? Après 20 ans de vide, de questions sans réponse, était-il possible que... Un mouvement dans l'embrasure de la porte attira son attention. Une femme élégante d'une 50aine d'années se tenait là, observant la scène. Tailleur beige impeccable, chignon strict, regard glacial, son parfum, intense, floral, presque étouffant, envahit la pièce. Henri, qu'est-ce qui se passe ici? La voix était douce, mais quelque chose dans son ton fit frissonner Maëlle. « Edith », commença Henri en se redressant. « Il y a eu un accident? Cette jeune femme? Je vois ça », coupa Edith en fixant les débris de porcelaine. « J'espère qu'elle va rembourser les dégâts. » Son regard se posa sur Maëlle avec une froideur calculée qui contrastait violemment avec son sourire poli. « Edith est ma belle-sœur », expliqua Henri d'un ton légèrement tendu. « Elle m'aide à gérer la maison depuis longtemps. » Edith s'approcha, ses talons claquant sur le marbre. Elle ramassa la photographie de Viviane, l'essuyant délicatement avec un mouchoir. « Ah, Viviane !» soupira-t-elle d'un ton nostalgique. « Pauvre chérie, si fragile, si perdue. C'est tragique ce qui lui est arrivé. » Quelque chose dans sa façon de prononcer ces mots mit Maëlle mal à l'aise, comme si elle ne parlait pas d'une tragédie, mais d'une évidence, d'une fin programmée. « Mademoiselle Roux va travailler comme assistante à partir de lundi, » annonça Henri fermement. Elle logera dans la chambre d'amis. Le sourire d'Edith se figea imperceptiblement. Vraiment, comme c'est inattendu, elle posa la photo sur le bureau, avec une lenteur délibérée, son regard ne quittant pas Maëlle. « J'espère que vous vous plairez chez nous. Mademoiselle, c'est une grande maison. On peut facilement s'y perdre, ou y avoir des accidents. » Le ton était léger, presque badin, mais le message était clair comme de l'eau de roche. Maëlle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle venait de faire un pas dans un monde qu'elle ne connaissait pas, vers des vérités qui étaient peut-être enfouies pour de bonnes raisons, mais il était trop tard pour reculer maintenant. Le lundi matin arriva plus vite que Maëlle ne l'aurait cru. Elle se tenait devant l'imposante grille en fer forgé de la propriété Beaumont, sa vieille valise à la main, le cœur battant à tout rompre. La demeure ressemblait à ces châteaux qu'on voit dans les magazines de décoration. 3 étages de pierre blonde, des volets bleus, des rosiers grimpants qui couraient le long de la façade. Un autre monde, un monde qui n'était pas le sien. Henri l'accueillit personnellement, son sourire un peu crispé mais sincère. « Bienvenue, Maëlle. Entrez. Je vais vous montrer votre chambre. » Le hall d'entrée lui coupa le souffle. Un lustre en cristal pendait du plafond cathédral. Un escalier de marbre blanc s'élevait majestueusement vers les étages supérieurs. Des tableaux de maîtres ornèrent les murs couleur crème. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « C'était le domaine familial de Viviane, » expliqua Henri en montant les marches. Elle adorait cet endroit. Après sa disparition, je n'ai jamais eu le courage de le vendre. Ils atteignirent le 2e étage. Henri poussa une porte sur la droite. « Votre chambre, la salle de bain est attenante. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » La pièce était spacieuse, lumineuse, avec une vue sur le jardin. Un lit à baldaquin trônait au centre, entouré de meubles anciens qui semblaient y valoir une fortune. « Merci », dit Maëlle, la gorge serrée. « C'est vraiment trop. »« Ça ne l'est pas », répondit Henri doucement. « Si vous êtes, si les tests confirment. » Il ne termina pas sa phrase, mais le poids de l'espoir dans sa voix était presque palpable. « Les résultats devraient arriver cette semaine », ajouta-t-il. « J'ai demandé une analyse prioritaire. » Après son départ, Maëlle s'assit sur le lit, essayant d'absorber la réalité de la situation. Une semaine plus tôt, elle servait des cafés dans des bureaux froids. Maintenant, elle vivait dans un manoir, avec un père potentiel qui la regardait comme si elle était un miracle. Un coup sec à la porte la fit sursauter. « On ne vous a pas appris à vous présenter aux gens de la maison ?» Edith se tenait dans l'embrasure, impeccable dans un ensemble de lin beige,
Son parfum floral envahit immédiatement la pièce, lourd et entêtant. Pardon, je ne savais pas. Évidemment, coupa Edith avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Les gens de votre milieu ne connaissent pas vraiment les convenances, n'est-ce pas? Maëlle sentit ses joues s'empourprer, mais se força à garder son calme. Madame Beaumont, Mademoiselle Dubois, en fait, j'ai gardé mon nom de jeune fille après la mort de mon mari, le frère d'Henri, paix à son âme. Elle s'avança dans la chambre, inspectant les lieux d'un œil critique. Cette pièce était celle de la mère de Viviane. Elle serait horrifiée de voir qui l'occupe maintenant. Écoutez, je ne suis pas venue ici pour... Pourquoi ? L'interrompit Edith, son ton devenant glacial, pour mettre la main sur l'héritage des Beaumont. C'est ce que font toutes les petites opportunistes dans votre genre. Non, vous trouvez un homme riche, vulnérable, vous inventez une histoire touchante. Ce n'est pas une invention, s'emporta Maëlle. Cette femme sur la photo est ma mère, vraiment. Et vous en avez la preuve, des papiers, un acte de naissance qui mentionne Henri comme père. Le silence de Maëlle fut une réponse suffisante. Edith sourit, satisfaite. C'est bien ce que je pensais. Henri est un homme bon, trop bon. Il veut tellement croire que sa fille est vivante, qu'il est prêt à se faire avoir par n'importe qui. Mais moi, je vois clair dans votre petit jeu. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Un conseil, mademoiselle Roux. Profitez de cette chambre pendant que vous le pouvez, parce que dès que ces tests reviendront négatifs, vous retournerez servir des cafés à Dijon. Et si vous êtes maligne, vous partirez avant que je ne doive appeler la police pour tentative d'escroquerie. La porte claqua derrière elle. Maëlle resta figée, tremblante de rage et d'humiliation. Qui était cette femme pour lui parler ainsi, mais sous la colère? Une peur sourde s'installait. Et si Edith avait raison? Et si elle s'était fait des illusions? Non, elle savait ce qu'elle avait vu. Cette photo, ce collier, ces souvenirs qui remontaient à la surface. Elle descendit l'escalier, déterminée à explorer la maison. Si elle devait rester ici, autant connaître les lieux, au rez-de-chaussée, elle trouva une bibliothèque immense. Des milliers de livres tapissaient les murs du sol au plafond, une odeur de vieux papier et de cire d'abeille flottait dans l'air. Viviane passait des heures ici. Maëlle sursauta. Henri se tenait près de la cheminée, une photo à la main. Elle adorait lire, des romans, surtout. Elle disait que les histoires lui permettèrent de s'évader. Il lui tendit la photo. Viviane, plus jeune, assise sur le canapé de cette même bibliothèque. Un livre ouvert sur les genoux, souriant à l'objectif. Elle était enceinte de 6 mois quand j'ai pris cette photo, continua Henri, la voix étranglée. Elle était tellement heureuse. On allait avoir un bébé, une petite fille. On avait déjà choisi le prénom. Maëlle, comme la grand-mère de Viviane, les larmes montèrent aux yeux de Maëlle. Et puis, chuchota-t-elle. Et puis, il y a eu des complications à l'accouchement. Rien de grave. Mais ils ont dû la garder à l'hôpital 2 jours de plus, le soir du 2e jour. Elle m'a appelée, paniquée. Elle disait que quelqu'un la suivait, qu'elle ne se sentait pas en sécurité. J'ai essayé de la calmer. Je lui ai dit que j'arrivais. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, il s'interrompit, la douleur ravageant ses traits. La chambre était vide, le berceau aussi. Les infirmières ne comprenaient pas. Elle était partie sans signer sa décharge, sans rien dire à personne, avec le bébé, avec vous, et on ne l'a jamais retrouvée, termina Maëlle doucement. Jamais. La police a cherché pendant des mois. On a dragué les rivières, fouillé les forêts, rien. Comme si elle s'était volatilisée. Il rangea précautionneusement la photo dans un album. Edith était là cette nuit-là. Au fait, elle m'a aidée à chercher. Elle a toujours été là pour moi après ça. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Un frisson parcourut Maëlle. Edith était là cette nuit-là. Edith avait été témoin de tout. Monsieur Beaumont, Henri... Est-ce qu'Edith a été interrogée par la police? Henri la regarda, surpris. Bien sûr. Tout le monde l'a été. Pourquoi cette question? Comme ça? Mais dans sa tête, les pièces commençaient à s'assembler. Une pièce d'un puzzle qu'elle ne voyait pas encore complètement. Henri lui montra le reste de la maison. Mais Maëlle n'écoutait qu'à moitié. Elle pensait à Edith, à son hostilité, à cette phrase étrange. Pauvre Viviane.
si fragile, si perdue, comme si elle savait ce qui était arrivé, comme si elle avait été là quand ça s'était produit. Le soir tombait, quand Maëlle remonta dans sa chambre. Elle trouva un cadre posé sur sa table de chevet. Une photo de Viviane tenant un nouveau-né emmailloté dans une couverture rose. Un post-it était collé dessus, avec l'écriture élégante d'Henri. « Vous, le jour de votre naissance, je voulais que vous l'ayez. » Maëlle s'effondra sur son lit, serrant la photo contre son cœur, pleurant pour tout ce qui avait été perdu. Les 3 jours suivants passèrent dans une tension presque insoutenable. Maëlle classait des dossiers dans le bureau d'Henri, essayant de se concentrer sur les documents juridiques, mais son esprit ne cessait de dériver vers les résultats qui allaient bientôt arriver. Henri était devenu distant, poli mais nerveux. Il la regardait parfois comme si elle était un mirage qui risquait de disparaître d'un instant à l'autre. Edith, elle, la surveillait constamment, ses yeux froids suivant chacun de ses mouvements. Le jeudi après-midi, alors que Maëlle rangeait des archives dans la bibliothèque, elle entendit la voix d'Henri résonner dans le couloir. « Oui, je vois, d'accord. Merci, docteur Marchand. » Un silence, puis des pas rapides dans l'escalier. « Maëlle, Maëlle, où êtes-vous » Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle sortit précipitamment de la bibliothèque. Henri se tenait en haut de l'escalier, une enveloppe blanche tremblant dans sa main. Son visage était livide. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Les résultats » murmura-t-il d'une voix brisée. Maëlle monta les marches 2 par 2, ses jambes flageolantes. C'était le moment qui allait changer sa vie à jamais, ou détruire le fragile espoir qu'elle avait osé nourrir. Henri ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes du rapport, puis il leva la tête vers elle, et ce qu'elle vit dans son regard lui coupa le souffle. 99,9%. L'utile d'une voix étranglée. Probabilité de paternité. 99,9%. Le couloir sembla tourner autour de Maëlle. Elle agrippa la rampe pour ne pas tomber. « C'est sûr », chuchota-t-elle. Henri laissa tomber le papier et s'avança vers elle. Ses mains se posèrent doucement sur ses épaules, comme s'il touchait quelque chose de précieux et de fragile. « Vous êtes ma fille », dit-il en sanglotant. « Vous êtes ma Maëlle, mon bébé. » Puis il l'attira dans ses bras et la serra contre lui avec une force désespérée. Maëlle sentit 20 ans de douleur, de solitude, de questions sans réponse se dissoudre dans cette étreinte. Elle pleura contre son épaule, ses propres sanglots se mêlant aux siens. « Papa » murmura-t-elle pour la première fois de sa vie. « Papa » Ils restèrent ainsi longtemps. 2 êtres brisés qui venaient de se retrouver, s'accrochant l'un à l'autre comme des naufragés. Un bruit de pas les fit se séparer. Edith montait l'escalier, son visage soigneusement composé en une expression de curiosité polie. « Henri, que se passe-t-il » J'ai entendu des cris. Henri essuya ses larmes, un sourire radieux illuminant son visage malgré le chagrin. « Les résultats sont arrivés, Edith. C'est confirmé. Maëlle est ma fille. Ma petite fille est revenue. » Le visage d'Edith se figea pendant une fraction de seconde. Maëlle vit quelque chose de terrible passer dans ses yeux. Une rage froide, un désespoir violent. Puis le masque revint, lisse et impénétrable. « C'est merveilleux », dit-elle d'une voix blanche. « Vraiment merveilleux. » Mais elle serra si fort la rampe que ses jointures blanchirent. « Nous devons fêter ça », s'exclama Henri, soudain plein d'énergie. « Un dîner. Ce soir, je vais appeler le traiteur, préparer du champagne. » « Henri, peut-être devrions-nous être prudents », intervint Edith doucement. « Les gens vont parler. Une jeune femme qui débarque de nulle part et qui se révèle être ta fille perdue. Ça va soulever des questions. »« Je me fiche des questions », répliqua Henri avec une véhémence rare. « Ma fille est vivante, c'est tout ce qui compte. » Il se tourna vers Maëlle, lui prenant la main. « Viens, il faut que je te montre quelque chose. » Il l'entraîna vers le 3e étage. Une partie de la maison que Maëlle n'avait pas encore explorée. Ils s'arrêtèrent devant une porte blanche. « C'était ta chambre », expliqua Henri en tournant la poignée. « Je l'ai gardée exactement comme elle était. La pièce était un sanctuaire figé dans le temps. Un berceau blanc trônait au centre, entouré de peluches et de mobiles colorés. Les murs étaient peints en rose pâle, décorés de papillons dorés. Une commode contenait encore de minuscules vêtements de bébé soigneusement pliés. « Mon Dieu !» souffla Maëlle. «
Je n'ai jamais pu me résoudre à tout enlever, admit Henri. Je venais ici parfois. Je m'asseyais dans ce fauteuil et j'imaginais ce que tu serais devenu si tu aimais les livres comme ta mère, si tu avais hérité de mon côté têtu. Maëlle s'approcha du berceau. Une couverture rose y était encore étendue, brodée du prénom Maëlle en lettres d'or. Elle l'avait faite elle-même, dit Henri. Elle y avait passé des semaines. Dans un coin, Maëlle aperçut une boîte en bois gravée. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des photos, des échographies, un bracelet de naissance de l'hôpital, et au fond, soigneusement enveloppé dans du papier de soie, une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Henri fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Je n'avais jamais vu cette boîte avant. » Maëlle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier couverte de l'écriture tremblante de Viviane. « Si quelqu'un trouve ceci, sachez que j'ai peur. Edith me regarde étrangement. Elle dit des choses qui n'ont pas de sens. Elle parle comme si j'allais disparaître. Henri, si quelque chose m'arrive, cherche Edith. Cherche la vérité. Protège notre bébé. » La date, le jour de la disparition de Viviane. Le sang de Maëlle se glaça. Elle tendit la lettre à Henri avec des mains tremblantes. Il la lut une fois, puis 2 fois. Son visage devenant de plus en plus pâle. « C'est impossible, » murmura-t-il. Edith m'a aidé à chercher. Elle était dévastée par la disparition de Viviane. Où elle jouait un rôle, coupa Maëlle. Papa, cette lettre. Je sais ce que dit cette lettre. S'emporta Henri avant de se reprendre. Pardon, c'est juste que Edith fait partie de la famille depuis si longtemps. Elle était là quand mon frère est mort. Elle m'a soutenue après Viviane. Je ne peux pas croire qu'elle... Tu ne peux pas croire quoi? Ils se retournèrent brusquement. Edith se tenait dans l'embrasure de la porte, son regard passant de la lettre au visage bouleversé devant elle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. Henri cacha instinctivement la lettre derrière son dos. « Rien qui te concerne, Edith. Vraiment ?» dit-elle en s'avançant dans la pièce. « Parce que j'ai l'impression que tout ce qui se passe dans cette maison me concerne. J'y ai consacré 20 ans de ma vie. Après tout. » Elle pointa Maëlle du doigt, son masque de politesse enfin tombé. « Cette fille débarque de nulle part avec une histoire à dormir debout et vous gobez tout. Henri, tu es plus intelligent que ça. Les tests ADN ne mentent pas, » répliqua Henri froidement. « Les tests peuvent être falsifiés. Les gens désespérés croient ce qu'ils veulent croire. »« Assez, » tonna Henri. « Maëlle reste. Elle est chez elle ici. C'est sa maison autant que la mienne. » Edith le regarda comme s'il l'avait giflé. « Sa maison, » répéta-t-elle avec un rire amer. « Et moi, Henri, après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai sacrifié pour te garder debout, et personne ne te demandait de te sacrifier, » dit-il doucement. Le visage d'Edith se tordit en un rictus de rage et de désespoir. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Tu n'as jamais compris. » Elle se tourna vers Maëlle, et ce que celle-ci vit dans ses yeux lui glaça le sang. « Profite bien de ta nouvelle famille, petite, mais souviens-toi d'une chose. Cette maison a déjà vu une femme disparaître. Ça peut très bien se reproduire. » Elle sortit en claquant la porte, laissant derrière elle un silence lourd de menaces. Henri serra Maëlle contre lui. « Ne t'inquiète pas, je vais te protéger. » Mais tous deux savaient que quelque chose venait de se briser irrémédiablement et que le danger ne faisait que commencer. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison Beaumont devint électrique. Edith ne parlait plus à personne. Se déplaçant comme un fantôme silencieux dans les couloirs, son parfum floral laissant une traînée suffocante partout où elle passait, Henri avait engagé un serrurier pour changer les serrures de la chambre de Maëlle, ce qui n'avait fait qu'envenimer les choses. « C'est ridicule !» avait protesté Edith. « Tu transformes cette maison en forteresse à cause de cette fille. Cette fille s'appelle Maëlle », avait répliqué Henri sèchement. « Eh oui, je prends des précautions. Tu m'as toi-même dit qu'on ne pouvait jamais être trop prudent. » Le regard qu'Edith lui avait lancé aurait pu faire fondre du métal. Ce soir-là, Maëlle travaillait tard dans le bureau d'Henri. Terminant de classer une série de contrats, la maison était silencieuse, presque trop silencieuse. Henri était parti dîner avec un client important, et elle était seule avec Edith quelque part dans cette demeure immense. Il était presque 23 heures, quand elle décida enfin de monter se coucher. Elle gravit les marches du grand escalier, fatiguée mais satisfaite de sa journée, pour la première fois de sa vie.
Elle avait l'impression d'avoir une place quelque part, un but. Elle atteignit le palier du 2e étage et se dirigea vers sa chambre. La lumière du couloir projetait des ombres dansantes sur les murs. Ses pas résonnaient sur le parquet ciré. Elle posa la main sur la rampe pour tourner vers le couloir menant à sa chambre. Et c'est là que tout bascula. La rampe céda sous sa main avec un craquement sinistre. Maëlle sentit son équilibre se rompre, son corps basculer vers le vide. Elle eut à peine le temps de crier avant de tomber. Les marches la frappèrent violemment. Son épaule, son bras, ses côtes, le monde tournoya dans une explosion de douleur. Elle roula sur plusieurs marches avant de s'immobiliser brutalement sur le palier inférieur, le souffle coupé, incapable de bouger. La douleur dans son bras droit était insoutenable. Comme si on y plantait des milliers d'aiguilles chauffées à blanc, elle essaya de le bouger et faillit s'évanouir. « Au secours !» gémit-elle faiblement. Quelqu'un, des pas précipités résonnèrent au-dessus d'elle. Une silhouette apparut en haut de l'escalier. Se découpant dans la lumière, Maëlle plissa les yeux, essayant de voir à travers les larmes de douleur. Edith. Elle descendait lentement, son visage soigneusement composé en une expression de choc et d'inquiétude. Mais ses yeux brillaient d'une satisfaction à peine contenue. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» dit-elle d'une voix où perçait une note fausse. Maëlle essaya de parler, mais la douleur lui arracha un gémissement. « Ne bougez pas, je vais appeler une ambulance », continua Edith en sortant son téléphone. Mais avant qu'elle ne compose le numéro, Maëlle aperçut quelque chose qui la glaça jusqu'aux os, sur la rampe brisée. Là-haut, des traces de vis dévissées, des marques fraîches sur le bois, comme si quelqu'un l'avait délibérément sabotée. Et juste avant de perdre conscience, elle sentit ce parfum floral intense et étouffant qui ne pouvait appartenir qu'à Edith. Elle se réveilla à l'hôpital, la tête brumeuse, le bras immobilisé dans un plâtre épais. Henri était assis à son chevet, le visage ravagé par l'inquiétude. « Maëlle, Dieu merci », murmura-t-il, en lui prenant la main gauche. « Tu m'as fait une de ces peurs. »« So, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Tu es tombé dans l'escalier. Fracture du radius. 3 côtes fêlées. Et une belle commotion. Les médecins disent que tu as eu de la chance. Ça aurait pu être bien pire. » Maëlle ferma les yeux. Les images revenant par flash. La rampe qui cédait, la chute, et puis ce parfum, cette silhouette dans l'ombre. « Ce n'était pas un accident, » dit-elle. Henri se raidit. « Qu'est-ce que tu veux dire ? La rampe, j'ai vu les vis, quelqu'un les avait enlevées, et j'ai senti son parfum, le parfum d'Edith, » termina Henri d'une voix blanche. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la petite chambre d'hôpital. « J'ai fait examiner l'escalier par un expert ce matin. Tu as raison. Les vis ont été dévissées volontairement. Quelqu'un voulait que tu tombes. C'était elle, » souffla Maëlle. « Papa, c'était elle. Elle était là, juste après ma chute. Elle me regardait avec satisfaction. » Henri s'effondra sur la chaise, le visage dans les mains. Je ne voulais pas le croire. Même avec la lettre de Viviane, même avec ses menaces, je ne voulais pas croire qu'elle pourrait essayer de me tuer, compléta Maëlle amèrement. Le silence qui suivit fut oppressant, puis Henri releva la tête, et Maëlle vit une détermination féroce dans ses yeux. « Ça suffit, je vais engager un détective privé, le meilleur. Si Edith a quelque chose à voir avec la disparition de Viviane, je vais le découvrir. Et si elle a essayé de te faire du mal, » Il ne termina pas, mais le message était clair. « Tu crois vraiment qu'elle pourrait avoir fait quelque chose à maman ?» demanda Maëlle doucement. « Je ne sais plus quoi penser, » admit Henri. « Mais je vais découvrir la vérité, je te le promets. » 3 jours plus tard, Maëlle rentrait à la maison, le bras en écharpe. Encore douloureuse mais déterminée, Henri l'installa dans la chambre du rez-de-chaussée, l'ancienne bibliothèque reconvertie en chambre d'appoint. « Plus d'escalier pour l'instant, » dit-il fermement. « Et j'ai engagé quelqu'un, Thomas Aubert, un des meilleurs enquêteurs privés de France. »« Qu'est-ce qu'Henri t'a raconté ?» demanda une voix glaciale. Edith se tenait dans l'embrasure, les bras croisés. Son visage était un masque de fureur contenue. « Rien que tu ne saches déjà, apparemment, » répliqua Maëlle en soutenant son regard. « Tu racontes à tout le monde que j'ai essayé de te tuer. C'est une accusation très grave. Petite, c'est la vérité. » Edith s'avança dans la pièce, ses talons claquant sur le parquet. Elle se pencha vers Maëlle, son parfum envahissant l'espace. « Écoute-moi bien.
siffla-t-elle. Je ne sais pas quel est ton petit jeu, mais ça ne marchera pas. Henri finira par voir qui tu es vraiment, une menteuse, une manipulatrice, exactement comme ta mère. Tu n'as pas le droit de parler d'elle, s'emporta Maëlle en se levant malgré la douleur. Oh, mais j'ai tous les droits. J'étais là quand elle a tout gâché. Quand elle a failli détruire cette famille, et je ne laisserai pas sa fille finir le travail. Edith, ça suffit. Henri venait d'entrer accompagné d'un homme dans la cinquantaine, au regard perçant et à l'allure professionnelle. Monsieur Aubert, je vous présente Edith Dubois, ma belle-sœur. Le détective hocha la tête poliment, mais Maëlle vit ses yeux analyser Edith avec une attention clinique. Enchantée, madame. J'ai quelques questions à vous poser concernant la nuit de la disparition de Viviane Beaumont. Le visage d'Edith se vida de ses couleurs. J'ai déjà tout dit à la police il y a 20 ans. Justement, dit Thomas Aubert en sortant un carnet. J'aimerais revoir certains détails de votre témoignage. Quelques incohérences ont attiré mon attention. Je n'ai rien à dire sans mon avocat. C'est votre droit, acquiesça l'enquêteur calmement. Mais ça ne fera que rendre les choses plus suspectes. Edith leur jeta un regard empli de haine, puis sortit en trombe de la pièce. Thomas se tourna vers Henri et Maëlle. Cette femme cache quelque chose. Je le sens. Et je vais découvrir quoi. Il ouvrit son carnet, révélant des pages couvertes de notes. J'ai déjà commencé mes recherches. Et il y a des choses très intéressantes. Des retraits d'argent suspects le jour de la disparition, des appels téléphoniques effacés, et surtout, il sortit une photo floue d'un vieil article de journal, une patiente non identifiée admise dans un hôpital psychiatrique 3 jours après la disparition de votre femme, Monsieur Beaumont, une femme correspondant exactement au signalement de Viviane. Le cœur de Maëlle s'arrêta. « Tu veux dire que maman pourrait être vivante ?» termina Thomas. « Oui, mademoiselle. C'est exactement ce que je pense. » Le bureau de Thomas Aubert ressemblait à celui d'un homme obsédé. Des photos couvraient un tableau blanc, relié par des fils rouges. Des piles de dossiers s'entassaient sur chaque surface disponible. L'odeur du café froid et du papier poussiéreux imprégnaient l'air. Henri et Maëlle étaient assis face à lui, suspendus à ses lèvres tandis qu'il étalait ses découvertes sur la table. « Voilà ce que j'ai trouvé jusqu'à présent », commença Thomas, en pointant une série de relevés bancaires. Le soir de la disparition de Viviane, Edith Dubois a retiré 15 000 € en liquide de son compte. 15 000 € à 23 heures, dans un distributeur à proximité de l'hôpital Saint-Joseph. Pourquoi aurait-elle eu besoin d'autant d'argent ? Murmura Henri. C'est la question, n'est-ce pas ? Continua Thomas. Et ce n'est pas tout. J'ai épluché les relevés téléphoniques, entre 20h et minuit. Edith a passé 7 appels, tous vers le même numéro. Un numéro qui appartenait à un certain docteur Philippe Moreau. Il sortit une photo d'un homme dans la soixantaine, au regard fuyant. Moreau était psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, à 3 régions d'ici. Il a été radié de l'ordre des médecins en 2010 pour pratiques douteuses, internements abusifs, prescriptions excessives de sédatifs, falsification de dossiers. Maëlle sentit son sang se glacer. Tu penses qu'Edith l'a payé pour interner Viviane de force, compléta Thomas. Oui, c'est exactement ce que je pense. Henri se leva brusquement, renversant presque sa chaise. C'est impossible. Viviane aurait crié. Elle se serait défendue. Les infirmières de l'hôpital Saint-Joseph l'auraient vue partir. Sauf si elle était déjà inconsciente. Dit Thomas gravement. J'ai consulté le dossier médical de Viviane. Elle avait reçu une injection de calmant à 19h ce soir-là, prescrite par, devinez qui. Il fit glisser un document sur la table. Le nom du médecin prescripteur était clairement visible. Dr Philippe Moreau, médecin consultant externe. Il était là, murmura Henri, le visage livide. Ce salopard était là, dans l'hôpital, le soir même. Et Edith aussi, ajouta Thomas. J'ai interrogé plusieurs infirmières qui travaillaient cette nuit-là. 3 d'entre elles se souviennent l'avoir vue dans le couloir près de la chambre de Viviane, vers 21h. Elle leur a dit qu'elle apportait des vêtements pour le retour de sa belle-sœur. Maëlle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle a drogué ma mère. Elle a volé le bébé, mon Dieu. Elle m'a volé. Henri s'approcha d'elle, la serrant contre lui de son bras valide. On va la coincer, ma chérie. Je te le promets. Thomas se racla la gorge. Il y a plus. J'ai retrouvé la trace du docteur Moreau. Il vit dans un appartement miteux à Marseille. Dépense son argent en alcool,
Et en pari hippique, je lui ai rendu une petite visite hier. Il sortit un enregistreur audio de sa poche. Au début, il ne voulait rien dire, mais quand je lui ai expliqué qu'il risquait la prison pour complicité d'enlèvement et séquestration, il est devenu beaucoup plus bavard. Thomas appuya sur lecture. Une voix pâteuse, éraillée par l'alcool, emplit la pièce. C'était il y a si longtemps. Cette femme, Edith, elle m'a contactée. Elle disait que sa belle-sœur était instable, dangereuse pour le bébé. Elle voulait juste la protéger, vous comprenez? Je devais l'interner temporairement, le temps qu'elle se calme. Combien vous a-t-elle payé? Demandait la voix de Thomas sur l'enregistrement. 20 000 €, 10 000 d'avance, 10 000 après. J'avais des dettes. Je ne pensais pas que ça durerait si longtemps. Combien de temps l'avez-vous gardée? Un long silence. Puis, 5 ans, peut-être 6, je ne sais plus exactement. On la maintenait sous sédatif. Edith venait tous les mois vérifier qu'elle était toujours là. Elle payait cash pour que ça continue. Henri éteignit l'enregistreur d'un geste violent, la main tremblante. 6 ans, 6 putains d'années, pendant que je la cherchais partout, pendant que je devenais fou de chagrin. Viviane était enfermée dans un hôpital psychiatrique. Droguée jusqu'aux yeux, sa voix se brisa. Il s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. Maëlle posa doucement sa main sur son épaule, ses propres larmes coulant librement. « Et après ?» demanda-t-elle à Thomas. « Qu'est-ce qui s'est passé après ces 6 ans ?» Moreau dit qu'elle s'est échappée. Un jour, une infirmière a oublié de verrouiller sa chambre. Viviane était encore sous l'effet des médicaments, mais elle a réussi à sortir. Ils l'ont cherchée, mais ils ne voulaient pas alerter les autorités parce qu'elle n'était pas censée être là. Termina Maëlle amèrement. Exactement. Moreau a paniqué. Il a appelé Edith, qui lui a dit de tout faire disparaître, les dossiers, les traces, tout. Elle lui a donné encore 10 000 € pour son silence. Thomas sortit une autre série de documents. J'ai continué à creuser. J'ai contacté des centres d'accueil pour sans-abri, des hôpitaux, des foyers d'urgence, et j'ai trouvé quelque chose. Il étala des photos sur la table, des images floues prises par des caméras de sécurité, montrant une femme maigre aux cheveux sales, marchant dans les rues. Ces photos ont été prises d'il y a environ 14 ans, dans différents centres d'accueil de la région. Regardez le visage. Regardez bien. Maëlle se pencha, scrutant les traits à peine visibles, et puis elle la vit, sous la saleté, sous les années de souffrance, sous les ravages de la malnutrition et de la rue. « C'est elle », murmura-t-elle. « C'est maman. » Une infirmière à la retraite d'un de ces centres se souvient d'elle, continua Thomas. Elle dit qu'elle l'appelait « la femme papillon », parce qu'elle dessinait sans arrêt des papillons sur tous les papiers qu'elle trouvait. Elle ne parlait presque pas, semblait avoir perdu la plupart de ses souvenirs. Mais elle cherchait quelque chose, quelqu'un. Elle me cherchait, dit Maëlle d'une voix brisée. Elle cherchait son bébé. Thomas hocha gravement la tête. L'infirmière dit qu'elle est restée dans ce centre environ 6 mois. Puis elle est partie un matin sans rien dire. Personne ne l'a revue après. Donc elle pourrait être n'importe où, dit Henri d'une voix désespérée. Morte, vivante, on ne sait pas. Pas exactement, le coupa Thomas avec un petit sourire. J'ai continué mes recherches. Et il y a 2 semaines, une femme correspondant au signalement de Viviane a été vue dans un foyer d'accueil à Lyon. Une femme d'environ 45 ans, cheveux grisonnants, qui dessine des papillons. Le cœur de Maëlle fit un bond dans sa poitrine. Elle est vivante. Elle est vraiment vivante. Je pars pour Lyon demain matin pour vérifier, dit Thomas. Si c'est elle, je vous contacte immédiatement. Henri se leva, une détermination farouche dans le regard. Je viens avec vous. Papa, ton cœur, protesta Maëlle. Le médecin t'a dit d'éviter le stress. Ma femme est peut-être vivante, coupa Henri fermement. Je me fiche de mon cœur. Je viens. Thomas les regarda tous les deux, puis acquiesça. D'accord, mais on fait ça discrètement. Si Edith découvre qu'on est sur une piste, elle pourrait essayer de la retrouver avant nous, termina Maëlle. Ou pire, un silence lourd s'installa dans le bureau. Il faut faire comme si de rien n'était, dit finalement Thomas. Vous rentrez chez vous, vous agissez normalement, Edith ne doit rien soupçonner. Pendant ce temps, je continue mes recherches, et dès que j'ai une confirmation sur l'identité de cette femme à Lyon, on passe à l'action. Henri et Maëlle quittèrent le bureau 1 heure plus tard, chargés d'espoir et d'angoisse. Dans la voiture, Henri prit la main de sa fille. « On va la retrouver »,
dit-il d'une voix tremblante. « Après 20 ans, on va enfin ramener Viviane à la maison. » Maëlle hocha la tête. Mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait. Edith était dangereuse. Elle avait déjà détruit tant de vies. Jusqu'où irait-elle pour protéger ses secrets? Et surtout, était-il déjà trop tard pour sauver Viviane? Le retour à la maison fut tendu. Henri et Maëlle étaient convenus de ne rien révéler de leur rencontre avec Thomas, mais garder le secret sous le regard scrutateur d'Edith relevait de l'épreuve de force. Elle les attendait dans le salon, installée dans le fauteuil près de la cheminée comme une reine sur son trône. Une tasse de thé fumait entre ses mains, mais ses yeux ne quittaient pas la porte. « Vous étiez où ?» demanda-t-elle avec une douceur trompeuse. « Chez le médecin ?» répondit Henri sans hésiter. « Le bras de Maëlle doit être contrôlé régulièrement. »« Ah oui ? Et ça prend 3 heures, un contrôle. On a déjeuné après, » intervint Maëlle, forçant un sourire. « Papa voulait me montrer son restaurant préféré. » Edith les observa longuement, comme si elle pouvait lire leurs mensonges sur leur visage. Puis elle reposa sa tasse avec un tintement délicat. Comme c'est charmant, une vraie petite famille qui se reconstitue. Le venin dans sa voix était presque palpable. « Edith, » dit Henri avec lassitude, « je ne sais pas ce que tu attends de moi, mais ce que j'attends, » coupa-t-elle en se levant brusquement. « J'attends que tu te réveilles, Henri. Cette fille t'embobine. Elle te manipule avec ses grands yeux et ses larmes de crocodile, exactement comme Viviane l'a fait il y a 20 ans. » « Ne parle pas de Viviane. » La voix d'Henri était devenue glaciale, dangereuse. Maëlle ne l'avait jamais entendu parler ainsi. « Je vais en parler autant que je veux, » s'emporta Edith. Viviane était faible, instable. Elle n'était pas faite pour cette famille. Et cette fille, elle lui ressemble trait pour trait. Henri s'avança vers elle, les poings serrés. « Sors de cette maison, » dit-il d'une voix tremblante de rage contenue. « Tout de suite. » Edith le regarda, bouche bée, comme s'il venait de la gifler. « Quoi ? Tu m'as bien entendu. Je veux que tu partes. Prends tes affaires et va-t'en. Tu n'es plus la bienvenue ici. Henri, tu ne peux pas, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que tu as fait. » Répéta-t-il avec un rire amer. « Oui, parlons-en. Parlons de ce que tu as vraiment fait. » Edith pâlit dangereusement. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment. Alors pourquoi as-tu retiré 15 000 € le soir de la disparition de Viviane? Pourquoi as-tu appelé 7 fois un psychiatre véreux cette nuit-là ?» Le visage d'Edith se figea pendant une fraction de seconde. Maëlle vit la panique traverser ses yeux, puis le masque revint, mais fissuré, fragile. « Tu me fais suivre, » siffla-t-elle. « Tu es tombé si bas. J'aurais dû le faire il y a 20 ans, » rétorqua Henri. « Maintenant sors, avant que j'appelle la police. » Edith les regarda tour à tour, sa respiration devenant saccadée. Puis elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Vous ne savez pas ce que vous avez déclenché, » dit-elle d'une voix tremblante. « Vous ne savez pas de quoi je suis capable. » La porte claqua derrière elle, laissant un silence épais dans son sillage. Henri s'effondra sur le canapé, le visage dans les mains. « J'aurais dû faire ça il y a des années, dès que j'ai commencé à avoir des doutes. » Maëlle s'assit près de lui, posant doucement sa tête sur son épaule. « Tu ne pouvais pas savoir, papa. Elle t'a manipulé pendant 20 ans. » Le téléphone d'Henri vibra. Un message de Thomas. « Confirmation. C'est elle. Je l'ai trouvée. » Henri se leva d'un bond, les mains tremblantes. « Mon Dieu, c'est Viviane. Thomas l'a trouvée. » Les 3 jours suivants furent les plus longs de leur vie. Thomas avait besoin de temps pour approcher Viviane avec précaution, pour ne pas la traumatiser davantage. Elle vivait dans un petit foyer d'accueil à Lyon, sous le faux nom de Marie Dubois, ironiquement, le même nom de famille qu'Edith. « Elle ne parle presque pas », expliqua Thomas lors d'un appel en visioconférence. Elle passe ses journées à dessiner des papillons et à regarder par la fenêtre. La directrice du foyer dit qu'elle est arrivée il y a environ 6 mois, complètement perdue. Pas de papier, pas de souvenirs clairs, juste des fragments. « Est-ce qu'elle sait qui elle est ?» demanda Maëlle, le cœur serré. Par moments, je crois, elle a murmuré le nom « Maëlle » hier quand je lui ai montré une photo de papillon, et quand je lui ai parlé de Strasbourg, ses yeux se sont remplis de larmes. Henri essuya ses propres larmes. « Quand est-ce qu'on peut venir ?»« Demain, » dit Thomas. « Mais préparez-vous.
Elle n'est plus la femme que vous avez connue. 20 ans de traumatisme, de drogue, de rue. Ça laisse des marques. Cette nuit-là, Maëlle ne parvint pas à dormir. Elle imaginait sa mère, seule, perdue, cherchant des souvenirs qui lui échappaient. Combien de nuits Viviane avait-elle passé à se demander où était son bébé, à essayer de se rappeler son propre nom? Un bruit à l'extérieur la fit sursauter. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. Moteur éteint, à l'intérieur, une silhouette immobile. Edith, elle les surveillait. Maëlle courut réveiller Henri. « Papa, elle est là, dehors. Elle nous observe. » Henri regarda par la fenêtre, son visage se durcissant. « J'appelle la police. »« Non, attends, » dit Maëlle en le retenant. « Si on fait ça, elle saura qu'on a quelque chose à cacher. Elle va se douter qu'on est sur une piste. Alors quoi? On la laisse nous espionner ?» Maëlle réfléchit rapidement. « On fait comme si on partait en week-end demain matin. On charge des valises. On prend la voiture, direction la mer ou n'importe où. Elle va nous suivre pendant ce temps. Thomas va chercher maman et l'amener dans un endroit sûr. » Henri la regarda avec admiration. « Tu es brillante, exactement comme ta mère. » Le lendemain matin, ils jouèrent la comédie, valise dans le coffre, sourire forcé, conversation banale sur la terrasse où Edith pouvait les entendre de sa voiture. « Ça va me faire du bien de m'éloigner quelques jours, » dit Henri assez fort. La mer, le calme. Ils montèrent en voiture et démarrèrent, comme prévu. La voiture noire d'Edith les suivit à distance respectable. Henri conduisit pendant 2 heures vers la côte, Edith toujours dans leur rétroviseur. Puis, dans un petit village, il se gara devant un hôtel. « Elle va attendre qu'on rentre, » dit-il. « Elle ne bougera pas d'ici. » Pendant ce temps, Thomas conduisait dans la direction opposée. Viviane assise à l'arrière de sa voiture. Il avait réussi à la convaincre de venir, lui montrant des photos d'Henri et de Maëlle, prononçant doucement des noms qui faisaient écho dans sa mémoire brisée. « Maëlle », murmurait Viviane en regardant la photo. « Ma petite Maëlle ». Des larmes coulaient sur ses joues creusées, sillonnant sa peau marquée par les années. « On va la retrouver », lui dit Thomas gentiment. « Votre fille vous attend. Elle ne vous a jamais oublié. » Henri reçut le message de Thomas en fin d'après-midi. « Elle est en sécurité, adresse suivra. » Ils attendirent que la nuit tombe, puis sortirent discrètement de l'hôtel par une porte de service. Une voiture de location les attendait. Ils roulèrent dans l'obscurité, le cœur battant, pendant que derrière eux, Edith montait toujours la garde devant l'hôtel. Ne se doutant de rien, l'adresse les mena à une petite maison dans la campagne, à mi-chemin entre Lyon et Strasbourg. Thomas les attendait sur le perron. « Elle est à l'intérieur », dit-il doucement. « Allez-y doucement. » Elle est terrifiée. Henri et Maëlle échangèrent un regard. C'était le moment, après 20 ans de séparation, de douleur, de questions sans réponse. Ils allaient enfin retrouver Viviane. Henri poussa la porte. Dans le petit salon, assise sur un canapé, une femme aux cheveux grisonnants les regardait avec des yeux verts remplis de larmes et de reconnaissance. « Henri », murmura-t-elle d'une voix brisée, « ma Maëlle. » Et pour la première fois en 20 ans, la famille Beaumont fut à nouveau réunie. Le temps sembla s'arrêter dans le petit salon. Viviane se leva lentement, tremblante, comme si ses jambes pouvaient céder à tout moment. Elle était si mince, si fragile, que Maëlle eut peur qu'elle se brise au moindre contact. « Viviane », souffla Henri en s'approchant avec une infinie précaution. Elle tendit une main hésitante vers son visage, effleurant sa joue comme si elle vérifiait qu'il était réel. « Tu es vraiment là », murmura-t-elle d'une voix rauque, déshabituée de parler. « Ou est-ce encore un rêve? J'ai eu tellement de rêves. Je suis là, mon amour. Je suis vraiment là. » Henri l'enveloppa doucement dans ses bras, et elle s'effondra contre lui, sanglotant comme une enfant. 20 ans de douleur, de peur, de solitude se déversèrent dans ses pleurs. Maëlle resta figée, les larmes ruisselant sur son visage. C'était sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis l'âge de 3 ans, sa mère qu'on lui avait volée. Viviane leva les yeux vers elle par-dessus l'épaule d'Henri. Leurs regards se croisèrent, les mêmes yeux verts, le même éclat malgré la souffrance. « Ma petite fille », chuchota Viviane en tendant une main vers elle. « Mon bébé, tu es si grande maintenant. » Maëlle s'avança et se laissa tomber à genoux devant sa mère, posant sa tête sur ses genoux comme elle l'aurait fait enfant. « Maman », sanglota-t-elle, « je t'ai cherché toute ma vie.
Je ne t'ai jamais oublié. Les mains de Viviane, tremblantes et marquées par les années difficiles, se posèrent sur ses cheveux, les caressant avec une tendresse infinie. « Mon papillon », murmura-t-elle, « ma petite Maëlle papillon ». Elles restèrent ainsi longtemps, 3 âmes brisées tentant de se réparer mutuellement. Thomas s'éclipsa discrètement, leur laissant l'intimité de ses retrouvailles. Dans la cuisine, il prépara du thé, donnant à la famille le temps dont elle avait besoin. Finalement, ils s'installèrent sur le canapé, Viviane entre Henri et Maëlle, chacun tenant une de ses mains, comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau. « Je me souviens de certaines choses », commença Viviane d'une voix hésitante, comme des images floues, l'hôpital, tenir mon bébé dans mes bras, et puis ce sentiment horrible que quelque chose n'allait pas. Elle ferma les yeux, se concentrant sur les fragments de mémoire. Il y avait une infirmière, non, pas une infirmière, Edith. Elle est entrée dans ma chambre. Elle souriait, mais son sourire était mauvais. Elle m'a dit qu'elle m'aidait, qu'elle prenait soin de moi. Sa respiration devint plus rapide, paniquée, doucement. « Mon cœur », dit Henri en lui caressant la main. « Prends ton temps. Elle a mis quelque chose dans mon intraveineuse. » Continua Viviane, les larmes coulant sur ses joues. J'ai voulu crier, mais je ne pouvais plus bouger. Mon corps ne m'obéissait plus. Elle a pris Maëlle de mes bras, mon bébé criait, elle me cherchait, et je ne pouvais rien faire. Maëlle serra plus fort la main de sa mère. « C'est fini maintenant, maman, tu es en sécurité. » Après, c'est confus, reprit Viviane. Une voiture, un long trajet, puis un endroit blanc, froid, avec des lumières aveuglantes. Des gens en blouse blanche qui m'attachaient, des piqûres, tellement de piqûres. Henri tremblait de rage contenue. « L'hôpital psychiatrique », dit-il d'une voix étouffée. Je ne sais pas combien de temps j'y suis restée. Les jours se mélangeaient, parfois j'étais consciente, et je criais ton nom, Henri. Je criais pour Maëlle, mais personne ne m'écoutait. Il disait que j'étais folle, que j'inventais des histoires. Elle porta une main tremblante à sa tempe. Et puis, Edith venait, une fois par mois peut-être. Elle restait derrière la vitre et me regardait. Elle souriait toujours, ce sourire horrible. « Mon Dieu !» murmura Henri, pendant que je la remerciais de m'aider à chercher. Elle allait vérifier que tu étais toujours enfermée. Un jour, une porte est restée ouverte, continua Viviane. J'étais encore droguée, mais j'ai couru. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus. Je me suis cachée dans des ruelles. J'ai dormi dans des parcs. Je ne me souvenais plus de mon nom, de mon adresse, juste de toi, Henri, et d'un bébé qui criait. Maëlle sentait son cœur se briser à chaque mot. Comment as-tu survécu toutes ces années? Des centres d'accueil, la rue, des gens gentils qui me donnaient à manger. Je dessinais des papillons partout. Je ne savais pas pourquoi, mais ça me réconfortait, comme si c'était un message important que je devais me rappeler. Elle sortit de sa poche un papier froissé, couvert de dessins de papillons. Et puis, il y a 6 mois, quelque chose a changé. Je me suis réveillée un matin et j'ai vu une femme dans le foyer qui portait un collier. Un papillon doré, ça a déclenché quelque chose dans ma tête. J'ai commencé à me souvenir de bribes, ton visage, Henri, le nom Maëlle, Strasbourg. Thomas entra avec le plateau de thé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mes recherches et que je l'ai retrouvé, expliqua-t-il. Viviane avait commencé à parler aux gens du foyer, à leur raconter des fragments. La directrice a pensé qu'elle délirait, mais elle a quand même gardé trace de ses propos. C'est comme ça que je suis tombée sur sa piste. Henri se tourna vers le détective. « Thomas, je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez rendu ma famille. Gardez vos remerciements pour quand on aura coffré Edith, » répondit Thomas sombrement. « Parce que ce qu'elle a fait mérite bien plus que la prison. »« Edith » répéta Viviane. Et toute couleur disparut de son visage. « Elle sait que je suis vivante. »« Non » la rassura Henri. « Elle ne sait rien. Et quand elle le découvrira, ce sera devant un tribunal. » Mais Viviane secouait la tête, terrifiée. « Vous ne comprenez pas? Edith, elle est dangereuse. Elle a tout planifié. Tout. Elle m'a dit des choses. Quand elle venait me voir à l'hôpital, elle disait que Henri ne me cherchait plus, qu'il m'avait oubliée, que Maëlle grandissait en pensant que j'étais morte. Elle disait qu'elle avait gagné. « Gagné quoi ?» demanda Maëlle. Viviane la regarda avec une tristesse infinie. « Toi, ma chérie,
Elle t'a laissé chez cette femme à Dijon, une sœur éloignée à elle, je crois. Elle voulait que tu grandisses loin d'Henri, loin de tout amour, pour que si jamais il te retrouvait, tu sois, brisé comme moi. Le silence qui suivit fut terrible. Cette garce, siffla Henri entre ses dents, cette putain de garce, elle a détruit nos vies par jalousie. Ce n'était pas que de la jalousie, dit Viviane doucement, c'était de l'obsession. Elle m'a dit une fois, à travers la vitre, qu'elle aimait Henri depuis le jour où elle l'avait rencontré, que son mariage avec ton frère n'était qu'un moyen de rester proche de toi. Et quand ton frère est mort, elle a cru que ce serait enfin son tour. Mais je t'ai rencontré, termina Henri, et je suis tombé amoureux, et elle n'a pas pu le supporter. Thomas prit des notes frénétiquement. Ça nous donne le mobile, avec les preuves bancaires, le témoignage de Moreau, et maintenant celui de Viviane. On a un dossier solide. On peut la faire arrêter. Pas encore, dit Henri après un moment de réflexion. Si on l'arrête maintenant, ses avocats vont la faire sortir sous caution. Elle pourrait fuir. Ou pire, s'en prendre à Viviane. Alors quoi ? Demanda Maëlle. Henri eut un sourire sans joie. On lui tend un piège. On organise une réunion, devant témoins. On l'expose publiquement, avec toutes les preuves. Et ensuite, on la livre à la police. Viviane frissonna. Je ne sais pas si je peux l'affronter à nouveau. Maëlle prit le visage de sa mère entre ses mains. Tu ne seras pas seule, maman. On sera avec toi. Et cette fois, c'est elle qui va avoir peur. Les 10 jours suivants furent une chorégraphie minutieuse. Thomas compila méticuleusement chaque preuve. Chaque document, chaque témoignage dans un dossier si accablant qu'aucun avocat ne pourrait le contester. Henri, pendant ce temps, jouait son rôle à la perfection. Il était rentré seul à Strasbourg, prétextant que Maëlle restait quelques jours de plus à la mer pour se reposer. Edith, qui avait fini par abandonner sa surveillance de l'hôtel, l'avait accueilli avec un mélange de soulagement et de méfiance. « Tu es revenu », avait-elle dit simplement. « C'est ma maison, Edith. Où voulais-tu que j'aille » Elle avait souri. Croyant avoir gagné une bataille, elle ne se doutait pas de la guerre qui se préparait. Henri avait organisé ce qu'il appelait une « réunion extraordinaire au manoir ». Il avait invité ses plus proches associés juridiques, quelques amis de longue date, et même le maire de Strasbourg avec qui il entretenait des relations cordiales. Officiellement, il s'agissait de discuter d'une affaire importante et de célébrer la découverte de sa fille. Une célébration, avait demandé Edith, surprise. « Tu veux vraiment faire ça ?»« Bien sûr », avait répondu Henri avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Maëlle fait partie de ma vie maintenant. Il est temps que tout le monde le sache officiellement. » Edith avait acquiescé, mais Henri avait vu la tension dans ses épaules. La façon dont ses doigts se crispèrent sur son verre de vin. Le soir de la réunion arriva. Le grand salon du manoir Beaumont était impeccablement préparé. Des chaises disposées en demi-cercle face à un grand écran de projection. Des serveurs circulaient avec du champagne et des canapés. L'atmosphère était celle d'une réception mondaine élégante. Une trentaine de personnes étaient présentes. Des visages influents de Strasbourg, tous intrigués par cette convocation inhabituelle. Edith se tenait près de la cheminée, vêtue d'une robe de soie noire. Son parfum floral saturant l'air, elle observait la foule avec un sourire figé. Mais ses yeux ne cessaient de chercher Henri. À 20 heures précises, Henri monta sur la petite estrade improvisée. Le brouhaha des conversations s'estompa progressivement. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix claire, « merci d'être venus ce soir. Je sais que cette invitation était mystérieuse, mais je vous promets que vous comprendrez bientôt pourquoi j'avais besoin de vous tous ici. » Il fit un signe à Thomas, qui se tenait près de l'écran de projection. « Il y a 3 semaines, une jeune femme est entrée dans ma vie, ou plutôt, elle y est revenue. Ma fille, Maëlle, que je croyais morte depuis 20 ans, s'est révélée être bien vivante. Des murmures parcouraient l'assemblée. Edith se raidit imperceptiblement, mais sa réapparition a soulevé des questions. Comment une enfant de 3 ans peut-elle disparaître de l'hôpital avec sa mère et réapparaître 2 décennies plus tard? Qu'est-il arrivé à mon épouse Viviane? Henri fit un geste et l'écran s'illumina, affichant une photo de Viviane tenant Maëlle bébé dans ses bras. Pour répondre à ces questions, j'ai engagé le meilleur enquêteur privé de France. Et ce qu'il a découvert, eh bien, c'est la raison pour laquelle vous êtes tous ici ce soir. Parce que ce qui s'est passé il y a 20 ans n'était pas un accident. C'était un crime prémédité.
Le silence dans la salle était total. Edith avait pâli, mais gardait son masque de composure. Thomas prit la parole, sa voix professionnelle résonnant dans le salon. Le 15 mars 2005, Viviane Beaumont a été droguée dans sa chambre d'hôpital, kidnappée avec son nouveau-né et internée de force dans un hôpital psychiatrique sous une fausse identité. L'écran changea, affichant les relevés bancaires d'Edith. Ces documents montrent qu'Edith Dubois a retiré 15 000 € en liquide le soir même de la disparition. Cet argent a servi à payer le docteur Philippe Moreau, un psychiatre véreux, pour qu'il interne Viviane illégalement. Des photos de Moreau apparurent, suivies de captures d'écran de relevés téléphoniques. 7 appels entre Edith Dubois et le docteur Moreau cette nuit-là. 7 appels pour organiser l'enlèvement et la séquestration de Viviane Beaumont. Edith se leva brusquement, le visage cramoisé. « C'est ridicule, Henri. Comment peux-tu croire ces mensonges ? Tais-toi et assieds-toi, » dit Henri d'une voix glaciale qu'elle ne lui avait jamais entendue. Edith chancela, mais resta debout, les poings serrés. Thomas continua, imperturbable. Viviane Beaumont a été maintenue sous sédatifs lourds pendant près de 6 ans. Edith Dubois rendait visite à l'hôpital chaque mois pour s'assurer que la prisonnière était toujours là, payant en liquide pour prolonger l'internement. De nouvelles images défilèrent, des registres hospitaliers floutés, des témoignages écrits. Voici la déposition du docteur Moreau lui-même, enregistrée il y a 2 semaines. Il a tout avoué en échange d'une peine réduite. La voix pâteuse de Moreau emplit la salle, décrivant en détail comment Edith l'avait contacté, combien elle l'avait payé, comment ils avaient maintenu Viviane prisonnière pendant des années. Les invités écoutaient, horrifiés. Certaines femmes avaient les larmes aux yeux. Le maire lui-même semblait sous le choc. Après son évasion, continua Thomas, Viviane Beaumont a erré dans les rues pendant 14 ans, traumatisée, sans mémoire claire, survivant grâce à des centres d'accueil. Pendant ce temps, son enfant était placé chez une femme alcoolique à Dijon, une complice d'Edith Dubois qui s'assurait que la petite Maëlle grandisse dans la misère. Edith tenta de se diriger vers la sortie, mais 2 hommes en costume, des policiers en civil, lui bloquèrent discrètement le passage. « Et maintenant, » dit Henri, sa voix tremblant d'émotion, « j'aimerais vous présenter quelqu'un. » Il fit un signe vers la porte du fond. Maëlle entra la première, ses yeux verts brillants de larmes contenues. Elle s'avança au milieu de la salle, sous les regards stupéfaits des invités. « Voici ma fille, Maëlle Beaumont, » dit Henri avec fierté, survivante d'un crime abject. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Le temps sembla se figer. Viviane entra, vêtue d'une robe simple mais élégante que Maëlle l'avait aidée à choisir. Ses cheveux grisonnants étaient décoiffés avec soin. Elle était amaigrie, marquée, mais ses yeux verts brillaient d'une force retrouvée. Les invités restèrent bouche bée. Plusieurs se levèrent, incrédules. Mais la réaction la plus spectaculaire fut celle d'Edith. Elle devint livide, son visage se décomposant comme si elle voyait un fantôme. Ses jambes se dérobèrent sous elle, et elle s'effondra dans le fauteuil le plus proche. Une main sur la bouche, les yeux exorbités. « Non », murmura-t-elle, « c'est impossible. Tu es morte. Tu es censée être morte. » Viviane traversa lentement la salle. Chaque pas délibéré, chaque seconde une affirmation de sa survie. Elle s'arrêta devant Edith. La regardant de haut, le silence était assourdissant. « Je me souviens de tout », dit Viviane d'une voix claire qui résonna dans le salon. « Je me souviens de comment tu es entrée dans ma chambre d'hôpital, avec ton sourire perfide, comment tu as versé quelque chose dans mon intraveineuse, comment tu as arraché mon bébé de mes bras pendant que je ne pouvais plus bouger. » Edith secouait la tête frénétiquement, des larmes coulant sur ses joues. « Je me souviens des années dans cet hôpital, » continua Viviane, « des piqûres quotidiennes, de la sensation d'être enterrée vivante, et de ton visage derrière la vitre, ce sourire satisfait, pendant que tu me regardais pourrir. Je ne voulais pas, » balbutia Edith. « Tu ne voulais pas quoi ?» coupa Viviane. « Me torturer, voler 20 ans de ma vie, condamner ma fille à grandir sans amour. Je voulais juste Henri, » s'écria soudain Edith, son masque se brisant complètement. « Il était à moi, il aurait dû être à moi, mais toi, tu es apparu et tu as tout gâché. » Le salon explosa en murmures choqués. « Je l'aimais depuis toujours, » sanglota Edith. « Depuis le jour où mon mari me l'a présenté. J'ai épousé son frère juste pour rester proche de lui. Et puis toi avec tes grands yeux et ton air fragile,
Tu l'as ensorcelée. » Elle se leva, chancelante, pointant un doigt accusateur vers Viviane. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour reconstruire une famille. Sans toi dans le décor. Henri et moi aurions pu... » « Suffit. » La voix d'Henri claqua comme un fouet. Il s'avança vers Edith, le dégoût marqué sur son visage. « Je n'aurais jamais pu t'aimer. » « Edith, jamais. Tu as détruit nos vies par égoïsme et obsession. » Les policiers s'avancèrent. L'un d'eux sortit des menottes. Edith les regarda approcher, puis se tourna une dernière fois vers la famille réunie. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle. « Je voulais juste ne plus être seule. » Elle tendit ses poignets, et le clic des menottes résonna comme un coup de marteau final. Les policiers encadrèrent Edith, mais avant qu'ils ne l'emmènent, le commissaire Leroux s'avança, un document à la main. « Madame Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration, complicité d'internement illégal et tentative de meurtre sur la personne de Maëlle Beaumont. » Edith leva les yeux, un sourire étrange et déformé sur son visage. « Tentative de meurtre », répéta-t-elle avec un rire amer. « C'était juste un petit accident. Une rampe desserrée. Ça arrive dans les vieilles maisons. Nous avons les preuves techniques, » dit le commissaire froidement. « Les traces de vos empreintes sur les vis. Madame, vous n'avez même pas pensé à porter des gants. » Le sourire d'Edith s'effaça. Henri s'approcha, son visage à quelques centimètres de celui d'Edith. 20 ans de mensonges, de manipulation, de trahison se concentrèrent dans son regard. « Tu as détruit ma famille. Tu as volé 20 ans de notre vie. Tu as torturé ma femme, condamné ma fille à grandir sans amour, et tu as osé te présenter comme une victime. »« Je suis une victime », s'écria Edith, sa voix montant dans les aigus. « Une victime de l'amour. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui ne te voit même pas. D'être invisible pendant des années, l'amour ne torture pas, » répliqua Henri avec dégoût. « L'amour ne kidnappe pas. L'amour ne drogue pas une jeune mère et ne lui vole son enfant. Ce que tu as fait n'a rien à voir avec l'amour. C'est de la pure malveillance. » Viviane s'avança à son tour, se tenant droite malgré les tremblements qui la parcouraient. « Tu m'as regardé pourrir pendant 6 ans derrière cette vitre, » dit-elle d'une voix étonnamment ferme. « Tu venais chaque mois vérifier que j'étais toujours là, que les drogues faisaient leur effet. Tu souriais, Edith. Tu souriais en me voyant perdre la raison. » Des larmes coulaient sur les joues d'Edith maintenant. Mais ce n'était plus de la tristesse, c'était de la rage pure. « Tu ne méritais pas Henri, » cracha-t-elle. « Tu étais faible, pathétique, toujours à te plaindre, à avoir besoin de lui. Moi, j'aurais été forte pour lui, j'aurais été la femme qu'il méritait. Henri ne méritait pas une meurtrière, » coupa Maëlle en s'avançant. « Il méritait quelqu'un capable d'amour véritable, pas une femme prête à détruire des vies par jalousie. » Edith la fixa avec une haine brûlante. « Toi, si seulement j'avais réussi à me débarrasser de toi ce soir-là dans l'escalier, tout aurait été plus simple. » Le commissaire Leroux leva la main. « Je vous conseille de vous taire. Madame, tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. » Mais Edith ne pouvait plus s'arrêter. 20 ans de secrets, de mensonges, de crimes soigneusement cachés explosaient comme un barrage qui cède. « Vous savez ce qui est ironique ?» dit-elle avec un rire hystérique. « C'est que j'ai presque réussi. Pendant 20 ans. Tout le monde m'a cru. La pauvre Edith, toujours là pour soutenir Henri dans son chagrin. La fidèle belle-sœur qui ne demandait rien en retour. » Elle se tourna vers les invités, qui la regardaient avec un mélange d'horreur et de fascination. « Et vous tous, vous m'adoriez, vous me plaigniez même. Pauvre Edith, dévouée à sa famille. Vous ne saviez pas que je contrôlais tout, que chaque décision d'Henri passait par moi. J'étais la gardienne de cette maison, de cette famille. Tu n'étais qu'une usurpatrice, » dit Henri avec mépris. « Une parasite qui s'est nourrie de notre douleur. » Thomas Aubert s'avança, son carnet ouvert. « J'ai une dernière question, Madame Dubois. Qu'avez-vous fait du bébé? Comment Maëlle s'est-elle retrouvée à Dijon chez cette femme alcoolique ?» Edith ricana. « Ma cousine Marguerite, une ivrogne sans le sou, parfaite pour ce que je voulais. Je lui ai donné de l'argent chaque mois pour qu'elle garde l'enfant. Mais juste assez pour qu'elle survive, pas assez pour qu'elle soit heureuse. » Maëlle sentit ses jambes se dérober. Henri la rattrapa, la serrant contre lui. « Tu as délibérément fait en sorte que je souffre, » murmura-t-elle. « Bien sûr, » dit Edith avec un sourire cruel. «
Je voulais que tu sois brisée, que si jamais Henri te retrouvait un jour, tu ne sois qu'une épave, comme ta mère, mais tu es plus résistante que je ne le pensais. Le maire de Strasbourg se leva, le visage rouge de colère. Sortez cette femme d'ici, immédiatement. Je ne veux plus la voir. Les policiers commencèrent à emmener Edith, mais elle résistait, continuant à crier « Vous ne comprenez pas? J'ai sacrifié ma vie entière pour cette famille. Mon mari est mort et je suis restée. J'ai tout fait pour Henri. Personne ne t'a demandé de rester, » dit Henri, sa voix tremblant de rage contenue. « Personne ne t'a demandé de détruire nos vies. Tu as fait tout ça par égoïsme pur. » Edith s'arrêta de lutter soudainement. Son corps s'affaissa, comme si toute son énergie l'avait quitté. Elle regarda Henri une dernière fois, et dans ses yeux, Maëlle vit quelque chose de terrifiant. Pas du remords, mais du désespoir absolu. « Je l'ai fait par amour, » murmura-t-elle. « Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était être aimée en retour, être vue, être choisie. L'amour ne justifie pas le mal, » dit Viviane doucement. « Et ce que tu as fait n'était pas de l'amour. C'était de la possession, de la destruction. » Edith la regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre toute ta vie, d'être celle qu'on oublie, qu'on ignore, qu'on ne remarque jamais. Alors tu as décidé de nous faire vivre la même chose, » répliqua Viviane, « de nous enfermer dans l'ombre, dans l'oubli, dans la douleur. » Le silence qui suivit fut pesant. Puis Edith baissa la tête, vaincue. « Emmenez-moi, » dit-elle au policier d'une voix éteinte. Qu'on en finisse, alors qu'il la faisait sortir du salon, elle se retourna une dernière fois, son regard balayant la pièce. Henri, Viviane, Maëlle, tous ces témoins de sa chute. « Je suis désolée, » murmura-t-elle si doucement que seuls ceux qui étaient proches purent l'entendre. « Je suis désolée de ne pas avoir été assez forte pour vous laisser tranquille. » Et avec ces mots, Edith Dubois sortit de leur vie, menottes au poignet, escortée vers une justice qu'elle avait échappée pendant 20 ans. Le salon resta silencieux pendant un long moment après son départ. Puis, lentement, les invités commencèrent à se lever, à s'approcher d'Henri, de Viviane et de Maëlle. Murmurant des mots de soutien, de choc, d'incrédulité, le maire serra la main d'Henri. « Je suis profondément désolé pour ce que vous avez traversé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, témoignage, soutien officiel, vous l'aurez. » D'autres suivirent, offrant aide, compassion, justice. Thomas Aubert rassemblait méticuleusement tous les enregistrements, tous les témoignages de cette soirée qui serviraient au procès. Finalement, la foule se dispersa, laissant la famille seule dans le grand salon désormais silencieux. Des verres de champagne intacts jonchèrent les tables. L'écran de projection affichait encore la dernière image. Une photo de Viviane, tenant Maëlle bébé. Toutes deux souriantes, Henri éteignit l'écran. Il se tourna vers Viviane et Maëlle, ses yeux rouges mais soulagés. « C'est fini, » dit-il simplement. « Après 20 ans, c'est enfin fini. » Viviane s'approcha de lui, posant sa tête contre son épaule. Maëlle les rejoignit, et tous trois s'enlacèrent au milieu du salon vide. « Non, papa, » dit doucement Maëlle. « Ce n'est pas fini, c'est le commencement de notre vraie vie, ensemble. » Et pour la première fois en 20 ans, la maison Beaumont sembla respirer, libérée de son fantôme, de ses secrets, de sa douleur, prête à redevenir un foyer pour une famille qui avait survécu à l'enfer pour se retrouver. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où la vérité avait éclaté comme un orage purificateur. 6 mois de reconstruction, de guérison, de réapprentissage de ce que signifiait être une famille. Le procès d'Edith Dubois avait duré 3 semaines. Les médias s'étaient emparés de l'affaire des papillons, comme ils l'avaient baptisée. Chaque jour, les journaux publiaient de nouveaux détails sur les crimes d'Edith, sur les 20 ans de manipulation et de mensonges. Elle avait été condamnée à 30 ans de prison pour enlèvement, séquestration, complicité d'internement illégal, tentative de meurtre et une douzaine d'autres chefs d'accusation. Ses avocats avaient tenté de plaider la folie passionnelle, mais les preuves étaient trop accablantes. La préméditation, la cruauté calculée, les années de crimes soigneusement orchestrés, tout pointait vers une femme parfaitement consciente de ses actes. Henri n'avait pas assisté au verdict. Il avait dit qu'il ne voulait plus perdre une seule seconde de sa vie à penser à Edith. Maëlle et Viviane avaient été du même avis. À la place,
Ils s'étaient concentrés sur ce qui comptait vraiment. Se retrouver? Les premiers mois avaient été difficiles. Viviane portait les cicatrices de 20 ans de traumatisme. Elle faisait des cauchemars presque chaque nuit, se réveillant en hurlant, croyant être encore enfermée dans cet hôpital. Henri restait à ses côtés, la berçant doucement, lui murmurant qu'elle était en sécurité, qu'elle était chez elle. La thérapie aidait. Viviane voyait une psychiatre 3 fois par semaine, réapprenant lentement à faire confiance, à exister sans la terreur constante qui l'avait habitée pendant des années. Certains jours étaient au meilleur que d'autres. Certains jours, elle souriait en préparant le petit déjeuner, fredonnant cette vieille berceuse qu'elle chantait autrefois à Maëlle. D'autres jours, elle restait au lit, incapable d'affronter le monde. Mais elle progressait, chaque jour, un peu plus. Maëlle, elle aussi, suivait une thérapie, grandir dans l'abandon, dans la négligence, dans la conviction d'être indésirable. Tout cela avait laissé des marques, mais découvrir qu'elle avait été aimée, désirée, que sa mère avait lutté pour elle pendant 20 ans, changeait tout. Je réapprends qui je suis, avait-elle confié à son thérapeute. Pendant toute ma vie, je pensais être celle que personne ne voulait. Maintenant, je découvre que j'étais celle pour qui quelqu'un était prêt à survivre à l'enfer. Henri, de son côté, portait la culpabilité comme un manteau de plomb. Il se reprochait de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir questionné Edith davantage, d'avoir laissé Viviane souffrir pendant des années alors qu'elle était si proche. Tu ne pouvais pas savoir, lui répétait Viviane. Elle était brillante dans sa manipulation. Elle a trompé tout le monde. Mais j'aurais dû, commençait-il. Non, l'interrompait-elle fermement. Plus de j'aurais dû. On a perdu 20 ans. Je refuse d'en perdre un seul de plus à cause de la culpabilité ou du regret. On va de l'avant, ensemble. Et c'est ce qu'il faisait. La maison Beaumont avait changé. Henri avait fait repeindre toutes les pièces, remplacer les meubles qui lui rappelaient trop Edith. Viviane avait planté un jardin de papillons, des fleurs spécialement choisies pour attirer les lépidoptères. C'était devenu son refuge, l'endroit où elle se sentait le plus en paix. Maëlle avait repris des études. Elle voulait devenir travailleuse sociale, aider d'autres enfants perdus comme elle l'avait été. Henri finançait ses études avec fierté. Assistant à chacune de ses présentations, affichant ses bulletins de notes sur le réfrigérateur comme n'importe quel père fier, ils apprenaient les petites choses, les habitudes de chacun. Viviane aimait son café avec beaucoup de lait. Henri ronflait légèrement, ce qui faisait rire Viviane aux larmes. Maëlle détestait les matins, mais adorait les soirées cinéma en pyjama. Ils apprenaient aussi les grandes choses. Comment se pardonner mutuellement les moments difficiles. Comment donner de l'espace quand quelqu'un en avait besoin. Comment être présent sans étouffer. Un après-midi de septembre, 6 mois exactement après le procès, Henri réunit Viviane et Maëlle dans le jardin. Le soleil descendait lentement vers l'horizon, baignant tout d'une lumière dorée et chaude. « J'ai quelque chose pour vous deux », dit-il en sortant 2 petites boîtes de velours de sa poche. Viviane ouvrit la sienne en premier. À l'intérieur, brillant doucement dans la lumière, se trouvait son collier de papillons dorés, celui qu'elle portait sur la photo, celui que Maëlle se souvenait de son enfance. Henri l'avait gardé pendant 20 ans, espérant contre tout espoir qu'il pourrait un jour le lui rendre. Des larmes coulèrent sur les joues de Viviane, tandis qu'Henri attachait délicatement le collier autour de son cou. « Il te va toujours aussi bien », murmura-t-il. Maëlle ouvrit sa boîte, un collier identique s'y trouvait, un papillon doré, parfaitement ciselé, brillant comme une promesse. « Pour que vous ne l'oubliez jamais », dit Henri d'une voix émue. « Vous êtes mes papillons. Vous avez survécu à la cage, aux tempêtes, à l'obscurité, et maintenant, vous êtes libre de voler. » Il passa le collier autour du cou de Maëlle, ses mains tremblant légèrement. Les 3 restèrent là, enlacés, tandis que le soleil continuait sa descente. Des papillons, de vrais papillons, volaient autour d'eux. Attirés par les fleurs de Viviane, des monarques orange et noirs, des pierrides blancs, des pans du jour aux couleurs éclatantes, j'ai pensé à quelque chose, dit soudain Viviane, pendant toutes ces années où j'errais, perdue, sans savoir qui j'étais. Il y avait une chose qui me tenait en vie, une seule pensée qui revenait sans cesse, même quand je ne comprenais pas pourquoi. Elle regarda Maëlle, puis Henri. Je devais retrouver mon papillon.
Je ne savais plus ce que ça signifiait, mais je le savais au plus profond de moi. Et maintenant je comprends. C'était toi, ma chérie. Tu étais mon papillon, et je devais te retrouver. Maëlle enfouit son visage contre l'épaule de sa mère, pleurant librement. « Maman, je suis tellement désolée pour tout ce que tu as vécu. »« Chut !» dit Viviane en lui caressant les cheveux. « Ne sois jamais désolée. Chaque jour de souffrance valait la peine pour ce moment, pour être ici, avec toi et ton père, pour être enfin une famille. » Henri les serra toutes les deux contre lui, son cœur si plein qu'il avait l'impression qu'il allait éclater. « Nous avons perdu 20 ans, dit-il doucement, répétant les mots de Viviane. « Mais nous avons le reste de notre vie, et je vous promets, chaque jour sera précieux. Chaque instant, un cadeau. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement derrière l'horizon. Laissant place à un ciel étoilé, les papillons s'étaient déposés pour la nuit, leurs ailes repliées, au repos. Plus tard, alors qu'ils rentraient dans la maison bras dessus, bras dessous, Maëlle s'arrêta sur le seuil et regarda en arrière. Le jardin était baigné de la lumière douce de la lune. Un papillon solitaire volait encore, tournoyant gracieusement entre les fleurs. « Regarde, » dit-elle à ses parents, « ils dansent. »« Comme nous, » répondit Viviane avec un sourire. « Nous dansons enfin libres. » Henri ferma doucement la porte derrière eux, à l'intérieur. La lumière chaude de la maison les enveloppait. Des rires s'élevèrent de la cuisine. Maëlle taquinant son père sur ses talents culinaires douteux. Viviane défendant son mari avec un humour retrouvé. C'était une scène ordinaire. Une famille ordinaire dans une soirée ordinaire. Et c'était précisément ce qui la rendait extraordinaire. Après 20 ans d'obscurité, de mensonges, de douleur, les Beaumont avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. La paix, non pas l'absence de cicatrices, celle-ci resterait toujours, gravée dans leurs âmes, mais la paix de savoir qu'ils étaient ensemble, qu'ils s'étaient battus et avaient survécu, qu'ils étaient enfin une famille. Dans le jardin, le dernier papillon s'envola vers le ciel étoilé, ses ailes dorées scintillant une dernière fois dans la lumière de la lune. Libre, enfin libre,